Bien, bonsoir à tous. Donc je me présente, je m'appelle Grégoire Martinon et ce dont on va parler ce soir, c'est de la vieillesse des intelligences artificielles. Donc juste pour situer un peu le contexte, c'est un projet de recherche et développement qui est porté par la BPCE. Donc BPCE, ça veut dire Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Et moi, j'interviens dans ce projet en tant que consultant pour la boîte de conseil Quantmetry qui est spécialisée dans toutes les thématiques de machine learning. Donc par intelligence artificielle, ce soir, je vais vouloir dire machine learning. Et peut-être que tout le monde dans la salle ne sait pas ce que ça veut dire. Donc j'ai une petite slide pour vous. Donc je vais commencer direct avec un exemple. Vous avez tous a priori une boîte mail. Dans cette boîte mail, vous avez aussi un dossier qui s'appelle courrier indésirable. Et vous avez votre gestionnaire de mail qui range automatiquement certains mails dans cette boîte-là, et certains autres mails, il vous les fait lire sans passer par la case indésirable. Et bien ce qu'il y a derrière, justement, c'est juste un algorithme de machine learning qui a réussi à apprendre à distinguer les spams des non-spams. Donc pour généraliser un peu, plutôt que de dire spam ou non-spam, je vais prendre deux couleurs, rouge et bleu. On va dire que les rouges, c'est les spams. Donc il y a deux types de mails, deux couleurs. Et chaque mail est décrit par un certain nombre de variables. Les variables, dans le cas des mails, c'est tout simplement les mots de vocabulaire qu'il y a dans le mail. Donc il y en a plein, des mots de vocabulaire possibles, autant que de mots dans le dictionnaire, mais ils ne sont pas tous présents dans tous les mails. Et il y a certains mots qui reviennent plus souvent dans les spams que dans les non-spams. Par exemple, vous êtes le regagnant de la cagnotte $1 million, ou vous êtes notre millionième visiteur, etc. Tout ça, c'est des spams. L'algorithme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder dans le passé quels étaient les mails spam, quels étaient les mails non spam, et il va regarder les mots de vocabulaire, donc les variables. Il va avoir dans un espace compliqué, c'est l'espace des mots du dictionnaire, des points rouges, les spams, et des points bleus, les non spams. Et ce qu'on appelle l'apprentissage, c'est juste une méthode mathématique, ça va être un algorithme qui va juste, comme un enfant de 5 ans l'aurait fait intuitivement en regardant la première image, il va juste tracer une frontière entre les points rouges et les points bleus pour qu'il y ait d'un côté que le rouge et d'un autre côté que le bleu. On appelle ça l'apprentissage. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Eh bien, la seule et unique utilité du machine learning, c'est de faire des prédictions. C'est-à-dire que maintenant qu'on a appris notre frontière de décision, un mail va arriver dans votre boîte mail et là, on veut savoir si ça va être un spam ou pas, avant que vous l'ayez lu. Du coup, l'algorithme va regarder les mots de vocabulaire qu'il y a dedans, et s'il tombe dans la zone rouge qu'il a appris précédemment, alors il va le classer comme spam directement. C'est ce qu'on appelle la prédiction, et comme ça, on est capable de dire quand un mail arrive s'il ressemble au spam précédent ou pas. Maintenant, ça c'était pour l'exemple, il y a plein d'autres applications que les spams. Ça peut être détecter par exemple des maladies ou des cancers selon des tests cliniques ou selon des radios qu'un radiologue a écrits. Ça peut être aussi prédire des pics de pollution en fonction de l'agenda ou en fonction des indicateurs météorologiques, autant de variables, et à chaque fois on a deux sorties, pollution ou pas pollution, cancer ou pas cancer. Et moi ce que je vais appeler concept dans la suite, c'est le lien entre ces deux sorties possibles, rouge ou bleu, et les variables qui définissent les données. Et ça va être non seulement les variables, les sorties, mais également la frontière de décision que l'on peut dessiner entre les deux. Donc tout ça, pour moi, ça va être un concept, et j'en ai déjà illustré 3. Alors, le problème donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, c'est du machine learning, mais le problème, c'est que ces modèles deviennent rapidement obsolètes dans le temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que le monde évolue. Les données changent, et on n'écrit pas des spams de la même manière en 2010 qu'en 2018, parce que les spammers ont tout intérêt à justement contourner les barrières des filtres anti-spam. Donc, ça peut être les données qui sont carrément qui changent de distribution, qui ressemblent pas de la même manière, c'est pas les mêmes mots de vocabulaire dans les spams aujourd'hui qu'hier. Ça peut être même la notion de spam qui est un peu ambiguë et qui dépend des utilisateurs. Certains vont croire que certaines publicités est un spam, mais pas toutes les publicités. Donc la notion de spam, c'est-à-dire la couleur peut évoluer dans le temps en fonction de vos goûts personnels, qui évoluent dans le temps aussi, et les techniques de spam peuvent évoluer dans le temps également, parce que les spammers s'adaptent au système anti-spam. Donc les concepts évoluent dans le temps, de plusieurs manières différentes, et le vrai problème, c'est que d'habitude en machine learning, on fait toujours cette hypothèse, les variables sont identiquement distribuées. C'est-à-dire qu'on suppose que le concept justement n'évolue pas dans le temps. Or, cette hypothèse n'est pas toujours valable, et du coup, ce qu'on va voir là dans le reste de la présentation, c'est comment vaincre cette obsolescence finalement des modèles de machine learning. La solution, ça s'appelle l'apprentissage adaptatif.
Alors oui, les données évoluent dans le temps, c'est une partie du problème. La deuxième partie du problème dont je n'ai pas encore parlé, c'est à quelle vitesse. Parce qu'on ne traite pas le problème de la même manière si les données évoluent très rapidement, si ça se fait sur des années, ou si ça évolue très rapidement, c'est-à-dire sur des heures, ou très lentement, c'est-à-dire sur des années. Et il faut savoir que dans chaque ligne de ce tableau, il y a une vitesse différente, et ce n'est pas du tout les mêmes techniques dans chaque cas. C'est-à-dire que quand c'est rapide, il y a tout un ensemble de techniques dédiées. Quand c'est lent, il y a tout un ensemble d'autres techniques dédiées, mais il n'existe pas de technique magique, il n'y a pas de technique qui marche à tous les coups. Okay. Donc c'est hyper important, avant de s'attaquer au problème, de bien connaître la nature du problème, est-ce qu'il est abrupt, est-ce qu'il est progressif, et ainsi on peut déployer une solution adaptée a posteriori. Je vais revenir sur le bruit et la cyclicité tout à l'heure, et cette slide-là, j'en parle pas parce que je ne vais pas avoir le temps de finir. Donc l'apprentissage adaptatif, on y vient, voilà, je vous ai exposé le problème, et comment on la résout maintenant. Et bien finalement, il y a trois idées centrales. La mémoire, la détection des dérives et l'apprentissage lui-même. Alors la mémoire, j'en ai pas encore parlé, mais vous allez comprendre tout de suite. Imaginez, on est en train de regarder un film ensemble. Et à chaque instant, on essaie de prédire quelle image va être la prochaine à arriver sur l'écran. On a à notre disposition le passé du film, mais à l'instant T, on veut savoir quelle est la prochaine image qui va arriver. Alors si le film est un plan fixe d'1h30, c'est très très facile. Par contre, si le film est très dynamique, change de scène toutes les 30 secondes, ou si on est dans une scène d'action où la caméra bouge dans tous les sens et virevolte, là, ça va être beaucoup plus compliqué de prédire si l'image prochaine, ça va être une voiture, un acteur ou tel autre acteur, etc. Donc, en effet, c'est plus compliqué quand les données évoluent vite. Si on se souvient de toutes les images précédentes, imaginez, vous regardez le film avec une persistance rétinienne infinie, et bien au bout de 30 secondes, vous ne comprenez plus rien, parce que le générique de début va se mélanger avec la première scène, qui va se mélanger avec la deuxième scène, et au bout de 30 secondes, vous n'êtes plus capable de distinguer le sens du film. Donc oui, il faut une mémoire, c'est-à-dire qu'il faut une persistance rétinienne qui capture justement la dynamique des données, et ça, on peut le faire de deux manières différentes, principalement. Donc ça peut être des techniques de fenêtres glissantes, ou une pondération glissante. Pondération glissante, ça veut juste dire que plus une observation est âgée, et moins on tient compte de son avis, tout simplement. À cela, on peut rajouter la détection de dérive, c'est-à-dire qu'imaginez, vous êtes toujours en train d'essayer de prédire la prochaine image du film, mais le film vient de changer de scène, écran noir. Et bien là, il y a un copain qui va venir vous voir et qui vous dit « Attention, regarde, on a changé de scène, du coup, pour prédire les images qui arrivent, tu n'as pas besoin de la scène précédente, c'est même pas dans le même lieu. » Donc c'est une couche supplémentaire à l'algorithme qui va venir aider l'acteur principal qui apprend, et qui va lui dire « Attention, là, tu peux réinitialiser ta mémoire, c'est pertinent puisque le film a changé de scène. » Ça peut se faire de manière supervisée ou non supervisée. Supervisée, ça veut dire qu'on regarde finalement quelles sont les performances de l'algorithme, et puis quand on voit qu'elle chute, on réinitialise la mémoire pour qu'elle remonte. La manière non supervisée, ce n'est pas les performances qu'on regarde, mais c'est par exemple la valeur moyenne des variables des données qui peuvent dériver dans le temps également. Et évidemment, le cœur de l'apprentissage adaptatif, eh bien, c'est l'apprentissage, l'action d'apprendre. Et donc, nous, dans ce genre de technique, finalement, on va être confronté à des flux de données qui arrivent, un par un. Et nous, on a besoin finalement que notre modèle il soit à jour. On n'a pas envie que notre modèle il se mette à jour une fois par an, une fois par mois, ou même une fois par jour. Non. On veut que notre modèle il soit à jour, le plus pertinent possible, à chaque seconde, voire même à chaque milliseconde dans certaines applications. Donc il faut que notre algorithme, pour une observation, ça veut dire une mise à jour. Mais une mise à jour qui ne coûte pas beaucoup de temps de calcul parce qu'il y a beaucoup de données qui arrivent. Donc c'est la notion de incrémental. Il faut qu'il soit disponible à tout instant. Ça veut dire qu'en effet, à chaque milliseconde, on va avoir un modèle qui marche. Et ça peut être la stratégie de vote aussi qui évolue. C'est-à-dire que nous, en général, en machine learning, on n'a pas un modèle qui tourne, on a plusieurs modèles et on les fait voter, un peu comme des députés à l'Assemblée nationale. Et là, finalement, on a des coalitions qui se font, qui se défont selon les circonstances. Et c'est plus l'algorithme qui s'adapte, mais c'est la manière dont on combine les algorithmes qui peut s'adapter. Je vais illustrer tout ça avec des exemples juste après. Alors, pour que ce soit très clair, je vais récapituler les 3 exigences des algorithmes adaptatifs. Première exigence, évidemment, on veut qu'il s'adapte le plus rapidement au changement de concept. C'est son job. Deuxième exigence, on veut évidemment que notre algorithme reste stable face au bruit. C'est-à-dire que s'il y a un point aberrant qui arrive tout d'un coup, on n'a pas envie qu'il casse notre algorithme qui a cru vouloir s'adapter à quelque chose qui était finalement du bruit.
Et là, vous vous rendez compte, rien qu'en énonçant ces deux phrases, que vous êtes face à un antagonisme. S'adapter d'une part et être stable d'autre part. Donc c'est très facile d'être adaptatif, c'est très facile d'être stable, mais toute la science et toute l'intelligence du problème se déploient pour être les deux en même temps. Okay, on va voir comment on peut faire tout ensuite. Et la troisième exigence qu'on veut capturer, eh bien, ce sont les concepts cycliques. Cyclique, c'est-à-dire que vous savez bien que notre vie est cyclique. Il y a les cycles jour-nuit, les cycles hebdomadaires, les cycles annuels, et on n'a pas envie de gaspiller notre temps à réapprendre des choses qu'on a déjà vues 1000 fois dans le passé. Donc on a envie d'être encore plus réactif à des choses qu'on a déjà vues. Ça implique d'avoir une mémoire assez longue, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas une mémoire trop longue, donc on va voir comment ce compromis peut se résoudre. Alors, premier exemple que je vais illustrer, c'est le schéma qui est ici. C'est la fenêtre glissante dont j'ai parlé tout à l'heure. La fenêtre glissante, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, sur ce schéma, vous avez un flux de données qui arrive de gauche à droite. Et vous avez un changement abrupt de concept. On passe tout d'un coup du rose au violet. Et nous, quand on va faire une fenêtre glissante, eh ben, on va apprendre sur un jeu de données de taille, sur un certain nombre de données fixées à l'avance. On va se servir de ce modèle pour prédire les données qui arrivent dans le futur. Donc, est-ce que c'est un spam? Est-ce que c'est pas un spam? Notre modèle a appris avant sur la zone orange. Une fois qu'on a fait nos prédictions, on est content, on n'est pas content, mais un jour ou l'autre, la vérité va arriver, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer notre prédiction à la vérité. À ce moment-là, quand on est capable de faire cette comparaison, on peut s'entraîner à nouveau, c'est-à-dire absorber la nouvelle donnée dans notre jeu d'entraînement. Et le principe de la fenêtre glissante, c'est qu'au passage, on essaie aussi d'oublier la plus vieille observation pour avoir une taille de fenêtre constante. Du coup, notre fenêtre d'apprentissage va se décaler dans le temps au fur et à mesure des observations. Elle va les manger une par une, c'est l'aspect incrémental, et on va oublier la dernière, c'est l'aspect mémoire. Alors, le problème, c'est qu'ici, on a eu un changement de concept rose et violet. Et on est en train de prédire du violet. À l'heure actuelle, tout à droite, c'est du violet, mais vous vous rendez compte qu'on traîne encore des observations roses dans notre jeu d'apprentissage, et ça, c'est pas bien. C'est-à-dire que le concept, il est préhistorique, il est obsolète, il ne sert plus à rien, et pourtant, on est quand même en train d'apprendre dessus. Donc, c'est pas génial. Donc, en fait, plus la taille de fenêtre va être grande, et plus on va traîner longtemps ces observations obsolètes. Donc, il faudrait raccourcir éventuellement, mais en dynamique, est-ce qu'on peut le faire? La réponse, c'est oui. On peut être plus intelligent que la taille de fenêtre adaptative. On peut faire la taille de fenêtre fixe, on peut faire la taille de fenêtre adaptative. Et bien là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est votre copain. Vous êtes en train de regarder le film et il vous dit, attention, là, on a changé de scène. Oh, tu vois bien, on est passé de rose à violet. Eh bien, vous tenez en compte de cette information et vous dites, ah oui, c'est vrai, on a passé de rose à violet. Alors, mon algorithme, je vais réinitialiser sa mémoire à l'endroit le plus pertinent pour prédire l'actualité, c'est-à-dire à la transition indiquée par mon collaborateur. C'est juste un test statistique d'homogénéité finalement qu'on fait dans la fenêtre, et si on détecte qu'à tel endroit, par exemple au risque de 5%, il y a une dérive, eh bien on réinitialise la mémoire en temps réel, ce qui fait que votre fenêtre va plus être de taille fixe, mais elle va être en accordéon. Elle va grandir, grandir, puis se réinitialiser, grandir, grandir, puis se réinitialiser, et ainsi de suite. Donc sans qu'on lui dise rien, c'est juste des algos qui se parlent entre eux, si vous voulez. Une autre manière de voir le problème, c'est le comité d'experts. Le comité d'experts, on prend, donc toujours sur notre jeu de données, on prend différents modèles et on va chacun les entraîner sur des époques différentes. Alors l'analogie pertinente, c'est les historiens. Vous savez, quand on est historien, finalement, on n'est pas expert de l'histoire. On est expert d'une période de l'histoire. Il y a l'expert de 14-18, il y a l'expert de 39-45 ou l'expert de la guerre froide. Et vous savez aussi que l'histoire de l'humanité est cyclique. C'est-à-dire que les crises économiques, ça s'en va et ça revient. La montée des populismes, ça s'en va et ça revient. Et c'est pas débile, quand on veut comprendre l'actualité, de demander son avis à l'historien du cycle précédent. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait avec ce comité d'experts. On a différents historiens des données et on les fait voter, c'est-à-dire on leur fait prédire l'actualité. Il y en a qui se trompent, il y en a qui réussissent. Et ceux qui réussissent, eh ben, on va les écouter davantage. C'est-à-dire que dans notre stratégie de vote, on va leur donner plus de voix, tout simplement. On les surpondère. Donc voilà, c'est vraiment les deux familles, entre guillemets, de méthodes pour attaquer ce problème. Et en plus, dans le comité d'experts, là, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais on est capable de capturer les concepts cycliques, puisqu'on a un historien en mémoire qui a retenu un concept potentiellement âgé, mais qui va revenir dans notre modèle en étant surpondéré par la stratégie de vote. Donc c'est l'aspect stratégie de vote et en même temps l'aspect récurrence des concepts qu'on a réussi à capturer avec cette méthode. Alors du coup, pour aller un peu plus dans les détails, les algorithmes en soi, à quoi ils ressemblent? Alors, j'imagine que dans la salle,
tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un arbre de décision, donc avant de parler des arbres de Höfding, je vais parler des arbres de décision. Un arbre de décision, tout simplement, c'est je reprends mes points rouges et mes points bleus dans l'espace. Et j'essaie de trouver la frontière qui va les séparer au mieux. Eh bien, l'arbre de décision, il va être un peu bourrin, c'est-à-dire qu'il va prendre un plan et il va couper la salle en deux, en essayant de faire en sorte que dans le compartiment numéro 1, il n'y ait que des rouges, et dans le compartiment numéro 2, il n'y ait que des bleus. Alors forcément, ce n'est pas toujours faisable en un seul coup, du coup il va recommencer, et une fois qu'il a deux compartiments, il va essayer de recouper chacun de ces compartiments en deux, pour voir s'il n'y a pas dans les 4 compartiments un compartiment qui peut être pur, c'est-à-dire soit rouge, soit bleu. Et ce genre de technique, finalement, c'est binaire. À chaque étape, on crée 2 compartiments supplémentaires. Donc ça peut être représenté par un arbre de décision où à chaque point, il y a une décision qui coupe en deux l'espace. Alors vous imaginez, dans la salle, j'essaie de séparer les filles des garçons. Et ben, je peux faire une première coupe ici, puis là, puis là, puis là. Alors c'est beaucoup plus facile, évidemment, de faire ce genre de technique quand on a accès à toutes les données devant soi. Mais maintenant, chose plus compliquée, imaginez que je sois arrivé à 18h, la salle était encore vide, et je devais quand même faire cette séparation filles-garçons alors que les personnes arrivaient une par une. C'est le cas du flux de données. Eh bien, il y a un algorithme qui est capable de résoudre ce problème compliqué qui s'appelle l'arbre de Höfding, qui n'est rien d'autre qu'un arbre de décision, mais qui est incrémental. C'est-à-dire qu'il part de rien, au début, il n'a aucune taille, et puis, au fur et à mesure que les données arrivent, il charge ses extrémités, ses compartiments, et dès qu'il en a assez pour prendre une décision, il coupe en deux. Il a 2 compartiments, il charge ses compartiments, il recoupe en 2 quand il juge ça nécessaire. Et donc on a un algorithme incrémental qui fait pousser des branches d'une manière imagée, ou qui peut même être plus sophistiqué, se couper des branches, en faire repousser d'autres, bref, c'est un vrai être vivant. Mais nous, ce qui nous intéresse, quand on est data scientist, finalement, on n'utilise jamais un seul modèle. On utilise plein de modèles et on les fait voter. Alors comment faire voter des arbres de Höfding ? Eh bien on fait une forêt, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs arbres. Et vous serez d'accord avec moi, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs arbres s'ils sont tous pareils. Il faut introduire une variabilité pour qu'il y ait une richesse à avoir de la diversité. Et bien comment on fait varier ces arbres finalement ? On leur donne juste pas à manger la même chose. C'est-à-dire qu'il y a le flux de données qui arrive. À chaque donnée qui arrive, je vais lancer un dé. Ce dé peut prendre différents résultats, 0, 1, 2. Et en fait, c'est ce nombre que je vais prendre en compte pour nourrir mon arbre. Donc premier arbre, j'ai obtenu 0 OD. Du coup, je lui donne pas la donnée. Deuxième arbre, j'ai obtenu 2 OD. Alors lui, je vais faire un copier-coller, je vais lui donner à manger 2 fois la donnée. Et troisième arbre, j'ai obtenu 1 OD. Alors je vais lui donner 1 fois la donnée. Et comme ça, avec un seul et unique flux de données, on a réussi à créer des arbres qui n'ont pas mangé la même chose et qui donc ne vont pas couper au même endroit dans l'espace. On a bien des arbres différents. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, on a parlé d'arbres, on a parlé de forêt, mais elle est où la mémoire là-dedans ? Parce que c'est quand même l'ingrédient clé. Et bon, pour la mémoire, finalement, on a un système de détection qui est basé sur 2 niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder les performances prédictives de chaque arbre. Donc chaque arbre est capable de prédire une donnée qui va arriver. On va comparer à la vérité pour voir s'il s'est trompé ou s'il a eu bon. Et quand il y en a un qui commence à dire n'importe quoi, c'est-à-dire que quand les performances prédictives de l'un commencent à se tarir, eh bien on le flag, on lui met un avertissement et on lui dit attention, toi jeté à l'œil, attention, tes performances commencent à descendre. On anticipe aussi, on se dit bon, s'il y a un arbre qui commence à dire n'importe quoi, je vais sauver la mise et je vais planter un autre arbre en parallèle. C'est-à-dire je vais commencer la croissance d'un nouvel arbre de Höfding à cet instant-là précisément. Et je continue de surveiller les performances jusqu'à ce que mon arbre, qui était déjà vu au départ, devienne franchement sénile et commence à dire n'importe quoi sur les prédictions de l'actualité. Il ne comprend plus l'actualité. À ce moment-là, on lui dit on arrête les frais, on te sort de la forêt, on le coupe si vous voulez, et on met en production l'arbre qu'on a planté auparavant, qui n'est pas un bébé arbre, qui est un arbre qui a eu le temps de grandir, d'apprendre et de comprendre l'actualité. Et c'est comme ça qu'on a fait finalement mourir un modèle pour le remplacer par un nouveau modèle naissant. Et donc on peut pousser l'analogie avec les vraies forêts de manière très approfondie, puisqu'il y a vraiment des arbres qui meurent et des arbres qui naissent. Ça, c'est une slide pour les data scientists. Il y en a qui veulent savoir les différences entre la forêt aléatoire classique et adaptative. S'il y en a qui prennent des photos, je leur laisse le temps, sinon les slides seront disponibles sur Internet. Et si je vais avoir le temps de finir, il faut que je vous parle un peu, il me reste 5 secondes, c'est parti. Donc ça va être des slides subliminales, attention ça va aller très vite. Première slide, validation croisée, s'il y en a que ça intéresse de savoir comment on fait de la validation croisée dépendante du temps, je leur dirai ça tout à l'heure autour d'un verre de coca. Ça je passe également, et pour ce qui nous intéresse, c'est la détection de fraude au moyen de paiement.
Pourquoi c'est hyper pertinent ce genre d'approche? Parce qu'on se bat contre un adversaire. L'adversaire, c'est le fraudeur, c'est son métier, il fait partie d'une mafia et il essaie de gagner sa vie en subtilisant vos numéros de carte bleue et en faisant des achats à votre place. Et du coup, il s'adapte lui aussi au système antifraude, puisque lui aussi, entre guillemets, c'est un agent adaptatif. Et bien, dans ce cas, c'est hyper pertinent d'utiliser les approches dont je vous ai parlé. On est même capable de capter plus 14% de fraude supplémentaire quand on tient compte de la dérive conceptuelle dans le temps. Alors vous allez me dire que 14%, c'est pas énorme. Non, 14%, c'est gigantesque. Pour la fraude, on est vraiment très très content quand on arrive à capter ce genre de choses parce que c'est un problème extrêmement compliqué. Donc retenez ce message, oui, ça marche, en tout cas pour la détection de fraude, ce qui est le sujet sur lequel je travaille. Pour conclure, eh bien, sachez que les algorithmes adaptatifs, qui sont intelligents, qui se mettent à jour tout seuls, etc., c'est un sujet de recherche qui est encore très actif aujourd'hui. Et l'aubaine pour nous, c'est que, comme c'est la norme dans le machine learning, c'est que tout est open source. Et ça, c'est vraiment génial, parce que du coup, on a accès à des algorithmes très sophistiqués gratuitement, et on peut les utiliser sans avoir à les réimplémenter. Vous avez deviné qu'ils étaient d'une complexité diabolique, mais nous, on n'a pas besoin de les réimplémenter pour les utiliser. Et ça, c'est vraiment, d'un point de vue collaboratif, c'est vraiment une pépite pour nous. Et enfin, ça répond à beaucoup de problématiques métiers. Pourquoi ? En tant que consultant, moi-même, j'ai déjà été confronté à des clients qui m'ont dit « Ah ouais, super ton modèle de machine learning, mais est-ce que dans 3 mois, il sera encore aussi génial ?» Et là, je leur dis « Bah là, ça dépend si vos données évoluent rapidement ou pas rapidement. Si ça évolue rapidement, oui, peut-être que dans 3 mois, il faudra que je revienne entraîner le modèle. » Et du coup, si je reviens, ça veut dire qu'il faut me refacturer, et là, ça devient gênant comme conversation. Eh bien non, maintenant, avec ce genre de technique, on est capable, finalement, de proposer une solution durable, viable, je n'ai pas besoin d'être refacturé tous les 3 mois, pour que mon client, il ait un modèle qui marche et qui se mette à jour tout le temps. Voilà, j'ai fini pour ma présentation, et merci de votre attention. Des questions? Je vais bien juste attendre le micro. Allez-y, levez la main. Bonsoir. Bonsoir. Quel est l'ordre de grandeur en temps de la dérive pour la détection de fraude? Alors, j'ai pas de micro, mais c'est pas grave. Donc pour la détection de fraude, c'est hyper... Pour l'enregistrement. Ok, très bien. Alors pour la détection de fraude, la question c'était quel est l'ordre de grandeur du temps de dérive? Eh bien c'est hyper compliqué, parce que des fraudeurs, il n'y en a pas un qui fraude à chaque instant, il y en a plusieurs, donc c'est multi-composant. Il y a plusieurs fraudeurs en même temps qui ont des techniques différentes. Il y en a qui utilisent des bonnes vieilles techniques à papa qui durent depuis 50 ans, puis il y en a qui sont très intelligents et qui font des nouvelles techniques. Il y a aussi des vagues de fraude, et les vagues de fraude, ça peut durer une semaine, ça peut durer 1 heure, ça dépend. Même si vous regardez la géolocalisation des fraudes, des fois il y a même des séminaires ou des colloques internationaux, ils sont tous dans la même ville au même moment, mais en tout cas ils se réunissent et ils font des fraudes et ça varie très très vite. Voilà. Vous pouvez passer le micro derrière vous. Vous avez dit que vous faisiez la détection de fraude, donc vous faites des séries temporelles labellisées, vous faites des arbres de vie sur des séries temporelles labellisées du coup? Alors du coup, pour la fraude, ce qu'on a, c'est que c'est pas tout à fait des séries temporelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas une donnée à chaque intervalle de temps régulièrement. On a des données qui arrivent dans le même ordre que les transactions. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que, en fait, la fraude, pour avoir le label en question, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, s'il regarde ses comptes tous les jours et qu'il se rend compte qu'il y a une transaction sur Amazon qui est louche, il va appeler sa banque, il va dire attention, là j'ai fait une transaction, j'ai pas fait cette transaction-là, la banque dit bon d'accord, c'est sûrement une fraude, on vous rembourse. Et du coup, ça dépend beaucoup de à quel point l'utilisateur est alerte sur son compte en banque à lui. Ça, c'est une manière de faire remonter le label. Et sinon, il y a le système existant de blocage de fraude, qui n'est pas basé sur de l'intelligence artificielle, qui est basé sur des experts en sécurité. Et du coup, eux, ils peuvent eux-mêmes bloquer des fraudes s'ils ont envie, à faire des enquêtes internes, etc. Et donc la précision du modèle repose quand même pas mal sur justement le fait que le gars qui a perdu de l'argent Oui. labellise votre produit. Alors il y a plusieurs choses, c'est que le label fraude, en effet le 1 ou le 0, fraude pas fraude, d'une il arrive avec du retard, et de 2 il est sur la base du déclaratif. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont dire ça c'est une fraude.
Or, du coup, il y a plein de situations où les gens ont intérêt à dire que c'est des fraudes, alors que ce n'est pas des fraudes, finalement c'est eux qui fraudent. Pour prendre un exemple parlant, imaginez un site de rencontre et votre femme vous grille sur un site de rencontre. Elle dit c'est quoi cet abonnement là? Et vous appelez votre banque, vous lui dites en fait c'est pas moi, désolé. Et du coup c'est vous qui êtes en train de frauder parce que c'est vraiment vous qui avez payé l'abonnement. Du coup le label peut être faux, donc il y a du bruit dans les labels et il y a du retard dans les labels, donc c'est un problème compliqué. Ouais. Dernière question, est-ce qu'il y a des algorithmes non supervisés qui existent dans l'apprentissage dynamique? Alors non supervisé, oui, on peut faire du clustering non supervisé. Donc clustering, ça veut dire qu'on fait des groupes, on prend les données, on essaie de voir lesquelles se ressemblent, un peu comme si vous aviez des pièces de Lego et d'essayer de mettre les jaunes ensemble, les rouges ensemble. On peut faire ça de manière adaptative et souvent c'est basé sur des approches fenêtrées ou de pondération glissante. Je sais pas, vous avez... alors je ne suis pas expert, mais il y a le K-means adaptatif où il y a plein de... En fait, à chaque fois, on peut réutiliser les algos standards. Si on les utilise sur des approches fenêtrées, il y a juste à modifier l'implémentation même de l'algo pour qu'il devienne incrémental et donc pas défoncer le temps de calcul. Mais sinon, on peut utiliser toutes les techniques habituelles. Une question là. Pour reprendre l'exemple du site de rencontre, alors, le label, le mari qui s'est fait griller, c'est labellisé quoi? C'est labellisé fraude. À partir du moment où la banque a fait une dépense de remboursement, c'est une fraude. En tout cas, alors fraude, en fait, c'est peut-être pas le bon mot. Le label, vraiment, c'est la banque a dû faire un remboursement. Après, la raison derrière ce remboursement, c'est des fois une fraude, des fois une fausse fraude. C'est compliqué. Ça arrive, c'est pas la majorité heureusement, mais ça arrive assez régulièrement. En fait, ce qui peut même se passer, c'est que vu que c'est sur... En fait, des fois, il y a, par exemple, quelqu'un s'est fait voler sa carte bleue, donc à la date T, toutes les transactions dans le futur de cette date T sont des fraudes, puisque c'est pas lui qui les a faites. Mais lui, à la banque, il a fait ça un peu au pied levé, on va dire, et du coup, il a déclaré que 2 transactions sur 3 après cette date-là. Du coup, on a l'impression qu'il n'y a que 2 fraudes sur 3, mais en fait, la troisième est forcément une fraude puisqu'il s'est fait voler son portable. Donc, ça dépend un peu de la rigueur de la démarche administrative d'un côté banque et d'un côté client, des deux côtés. Ça introduit énormément de bruit dans votre site. Oui, oui, ça introduit beaucoup de bruit et en plus, un problème supplémentaire, c'est que, et c'est fort heureusement pour nous, mais malheureusement pour l'algorithme, il y a très peu de fraude. C'est-à-dire qu'on essaie de détecter un événement qui est extrêmement rare. Et du coup, quand il y a du bruit sur un événement rare, ça complique bien les choses. Voilà. Et la fraude au départ, en fait, c'est pas un faux positif, c'est pas un faux négatif, c'est quoi? C'est un faux négatif. Oui, c'est pour évaluer les performances du modèle. En plus, ouais. Alors, évaluer les performances du modèle, c'est tout un sujet. Donc, si ça vous intéresse, je peux en parler tout à l'heure. Donc, en effet, il y a cette notion de faux positif. Est-ce que c'est un faux positif ou un vrai faux positif? On ne sait pas trop. Et il y a aussi le fait que les fraudeurs, souvent une technique qu'ils font, c'est qu'ils commencent par un petit montant, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, et tant que je gagne, je rejoue, hop, ils passent à 20 euros, 100 euros. Et du coup, quand vous bloquez des fraudes à 2 euros, vous n'avez pas gagné 2 euros. Vous avez stoppé une vague de fraude qui allait aller jusqu'à 1000 euros. Donc, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous l'avez bloqué. Du coup, il y a tout intérêt à bloquer les petites transactions, même si elles ne rapportent pas beaucoup, il faut les bloquer quand même parce que ça peut être un début, ça peut être le doigt dans l'engrenage, si vous voulez. Oui, par rapport au coût computationnel additionnel, oui. Dans une approche adaptative par rapport à une approche, disons, non adaptative, est-ce qu'il y a une notion de combien ça coûte pour gagner un point de précision ou quelque chose comme ça? Alors, les algos adaptatifs sont en général beaucoup plus rapides. Puisque, en fait, même si vous voulez tout savoir, l'origine des algorithmes adaptatifs, on ne pensait même pas à la dérive de modèle. On pensait juste que nos données, elles étaient tellement grosses qu'elles ne passaient pas en mémoire disque, en RAM, pardon. Du coup, on pouvait acheter toute la RAM qu'on voulait en étant millionnaire, ça ne passait pas puisque le jeu de données, c'est des millions et des millions de clics, par exemple, sur un site. Donc, par exemple, les clics sur google.fr, voilà, vous n'allez pas les compter, vous n'allez pas les stocker dans votre disque dur. Donc, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est d'abord des algorithmes incrémentaux qui sont capables d'atteindre la précision du machine learning classique, mais sans avoir accès à toute la donnée à l'instant T. C'est-à-dire qu'ils scannent le jeu de données et à chaque instant T, ils mettent à jour leur modèle.
Et donc ça, justement, c'est un gain en mémoire. C'est aussi un gain en temps de calcul, puisque à chaque instant, vous avez moins de données à traiter. Donc toute l'intelligence se fait dans l'algorithme lui-même pour pas qu'il perde d'informations. Et souvent, quand c'est adaptatif, c'est plus rapide. Il y a aussi cette contrainte-là qui est hyper importante, et vous avez raison de le souligner, c'est que par exemple, quand on fait de la détection de fraude, on ne doit pas bloquer la carte bleue avec un mois de retard. On doit la bloquer à l'instant T où la fraude est effectuée. Et donc le temps de réponse, ça doit être 10 millisecondes maximum. Parce qu'il y a des allers-retours entre la banque, l'accepteur, le receveur, etc. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir un réseau de neurones à 10 000 couches qui va prendre 1 heure après de dire si c'est une fraude. On a besoin d'un algorithme qui soit rapide, donc un arbre de décision c'est rapide, et qui s'adapte quand même. Voilà.